Alors, bonjour à tous, ou rebonjour, parce que j'en ai quand même croisé un certain nombre à l'accueil. Donc, merci pour votre présence. Nous sommes très heureuses, alors je dis nous parce que c'est moi qui vais faire cette petite introduction, mais évidemment, c'est avec Véronique Lespinet-Najib, que vous avez également croisé, que nous avons organisé cette manifestation qui s'inscrit donc dans le cadre du programme Fracture corporelle, fracture numérique. Alors, l'objectif de ma petite introduction de ce matin, c'est de vous rappeler un petit peu le contexte aussi dans lequel se déroule ce colloque, qui est vraiment un colloque organisé dans le cadre de ce projet, et rappeler aussi que ce projet est financé par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, voilà, pour la période 2016-2020, avec de dignes représentants de cette belle institution, Patrick Baudry et Yann Oliva. Voilà. Donc l'objectif de ce colloque, c'est de communiquer et d'échanger autour de la problématique du projet. Donc c'est pour ça qu'il porte ce titre, qui est d'ailleurs le titre du projet. Alors je vais donner un petit peu les éléments d'organisation relatifs à ce matin, et puis je reviendrai à la fin de ma présentation sur la suite de ces journées, donc notamment ce qui concerne cet après-midi et demain matin. Donc la petite présentation que je vais faire, alors probablement elle sera terminée vers 11h. Et je passerai donc la parole à Pascal Plantard, qui est ici présent et qui viendra nous faire une conférence autour du Digital Divide, contribution à une analyse anthropologique de la fracture numérique et de l'e-inclusion. Et il y aura un petit buffet qui suivra, un petit non, un bon buffet qui suivra cette matinée. Alors je vous expliquerai, ce sera dans les salles 101 et 103 et je reprendrai un peu la parole tout à fait à la fin juste pour cette question logistique. Alors, donc, nous voulions revenir un petit peu sur la problématique générale du projet Fracture. On appelle, de façon raccourcie, on l'appelle en général le projet Fracture. Donc, la question que l'on pose, et qui trouvera sûrement des échos aussi avec la présentation de Pascal, la question que l'on pose, c'est la question des handicaps, des situations de handicap et des contraintes face aux écosystèmes numériques et en posant notamment cette question du côté des processus info-communicationnels. Donc c'est une vision très ouverte, très interdisciplinaire, vous le verrez, de la question de ces fractures numériques. Sur le terme de fracture, on aura sans doute l'occasion aussi d'en discuter. Et en pensant à ces publics qui sont des publics fragilisés et qui peuvent se retrouver en situation d'inégalité numérique face à ces environnements et face aussi aux multiples sollicitations, injonctions que nous avons à utiliser aussi ces outils et les services qui y sont associés. Alors, on a identifié, on fonctionne finalement sur la base de 6 objectifs principaux dans le cadre du projet. Il y a eu bien sûr une phase d'analyse sur laquelle on revient aussi régulièrement, analyser les situations actuelles et essayer de comprendre notamment quels sont les freins d'accès qui peuvent exister, notamment par rapport à la question des savoirs et des contenus qui sont diffusés sur des documents numériques, comme des documents PDF ou des supports PowerPoint, ou qui sont diffusés également via le web. Après cette phase d'analyse, on souhaite justement mettre un petit peu en capitalisation toutes ces connaissances qui ont été obtenues, notamment sur les modèles d'usage. On a également un objectif de sensibilisation, donc une phase plutôt, je dirais, une approche plutôt active, sensibiliser les institutions, sensibiliser les experts concernés pour justement que soit prise en compte notamment la question de l'accessibilité dans les manières de concevoir, en s'appuyant sur des approches de conception centrée utilisateur, j'y reviendrai un tout petit peu aussi, ou de design universel. Donc, en parallèle et en complément, il y a également toute une partie dont vous verrez des illustrations qui concerne vraiment le développement de systèmes innovants d'aide à la communication et d'accès au savoir. Et ça se fait notamment en collaboration avec l'appui des élèves ingénieurs de cette école dans laquelle vous êtes accueillis aujourd'hui, l'École nationale supérieure de cognitique, et donc qui sont vraiment tout à fait moteurs par rapport au développement de ces outils innovants. Une phase d'accompagnement pour les acteurs impliqués et les usagers. Et puis, nous terminerons ce projet sur une phase d'innovation. Alors, l'innovation au plan technique, on l'a amorcée, mais innovation au plan méthodologique et épistémologique pour ouvrir des pistes pour l'après.
Donc de façon un petit peu, je dirais un peu schématique peut-être, mais traverse deux axes de recherche il y a deux axes de recherche pour ce projet. Un premier axe qui est vraiment sur l'accessibilité, les handicaps et la communication dans les écosystèmes numériques, dont je suis plus particulièrement la coordinatrice. Et puis un deuxième axe qui est plutôt orienté vers les dispositifs et les expérimentations avec toutes les dynamiques et les innovations et que porte Véronique Lespinier-Najib. Donc, dans l'axe dont je m'occupe plus particulièrement, il s'agit notamment de travailler, et c'est ce que nous avons fait et qui va donner lieu notamment à la parution d'un ouvrage en début 2019. Donc, travailler sur des thématiques qui concernent aussi les perceptions, les représentations, les imaginaires qui gravitent autour de cette notion de handicap, les normes. Et puis tout ce qui peut être envisagé aussi en termes d'évolution et les paradoxes également qui se dégagent de ces analyses. Et pour cela, on mobilise des approches qui sont diverses, approches sociologiques, approches techniques, éthiques, normatives, qui permettent justement de traiter, d'aborder, d'essayer de comprendre dans ces multiples dimensions l'accessibilité et les fractures numériques en lien avec les situations de handicap. Dans cette phase également, on interroge aussi les dispositifs d'aide à la communication, mais pas forcément de façon en étant dans une phase opérationnelle de réalisation et de développement, mais en essayant de comprendre aussi comment ces dispositifs d'aide à la communication permettent de gérer effectivement des réalités difficiles, mais aussi sont porteurs d'un certain nombre d'utopies et puis porteurs aussi sans doute d'injonctions qui peuvent être également dénoncées. Et on peut faire émerger de cette façon-là, et c'est notamment un chapitre qui émerge dans l'ouvrage à paraître, on peut faire émerger à partir de cette approche interdisciplinaire des modèles et des contextes d'usage. Sur la partie plus orientée vers les dispositifs et les expérimentations coordonnées par Véronique Lespinier-Najib, on est donc l'objectif, parmi les objectifs et parmi les axes clés, il s'agit déjà de faire un état des lieux, une veille sur les principaux systèmes et dispositifs qui existent, et ce que l'on retrouvera aussi dans une production qui a été réalisée dans le cadre du projet. Par rapport à cette veille, pouvoir proposer des systèmes d'aide innovants qui vont être adaptés au profil et au contexte d'usage qui auront été précédemment identifiés. Et donc là, on est dans une approche qui est vraiment orientée vers l'ingénierie et qui s'inscrit dans une démarche centrée utilisateur. Donc, quelques concepts clés qui sont présents dans le projet, la notion d'accessibilité qui est extrêmement forte, l'utilisabilité, l'expérience utilisateur, l'appropriation, le concept d'usage qui est aussi un concept extrêmement polymorphe et dont les disciplines peuvent s'emparer de façon extrêmement différente, les contextes d'usage, et bien sûr, il y en a d'autres, donc d'où ces petits points qui sont là. Sur les démarches de conception, comme je l'ai déjà dit, elles s'inscrivent vraiment dans des approches qui visent à intégrer tout le monde. Donc conception centrée utilisateur et de façon plus globale aussi, conception pour tous, design for all, design universel. Alors par exemple, pour la conception centrée utilisateur, sont rappelées ici les principales étapes qui structurent une démarche de conception centrée utilisateur avec la première étape qui est donc la rencontre avec les acteurs, qu'ils soient usagers, utilisateurs, experts, puisqu'il s'agit bien sûr d'identifier aussi tout l'écosystème des acteurs autour de l'outil, de l'aide ou de la situation d'usage que l'on souhaite aborder. Dans une deuxième étape, il s'agit d'analyser l'environnement et ses contraintes. Troisième étape, identifier, bien sûr, caractériser les éléments au plan cognitif, sensoriel, moteur, en prenant en compte, bien sûr, la dimension de limitation, de restriction de participation qui est entraînée par l'environnement. Et quatrième étape, on est dans la définition des fonctionnalités de l'outil, du service. On va choisir les éléments qui sont adaptés. Et bien sûr, tout cela ne se fait pas de façon déconnectée des participants, puisqu'il y a vraiment une démarche de co-conception permanente dans ces différentes étapes, de co-construction qui se fait de façon itérative avec les différents acteurs que l'on aura identifiés au niveau de la première étape. Donc c'est vraiment la démarche de conception centrée utilisateur, elle permet bien sûr de prendre en compte tous les éléments de difficulté, tous les éléments, tous les possibles et les impossibles par rapport
à l'environnement observé, mais par rapport à cela, de construire ensuite des outils qui vont s'inscrire et qui vont être développés dans cette démarche vraiment de co-construction. Alors, un petit rappel des méthodologies qui sont mobilisées dans le cadre de notre projet. Enquête par questionnaire, enquête par entretien, analyse de contenu, test utilisateur, scénario, persona, et puis tout ce qui est en lien avec la veille documentaire et technologique. Donc, on est dans une approche de méthodologie qui est extrêmement vaste, qui croise le quantitatif et le qualitatif et qui permet donc d'avoir comme ça, de pouvoir mailler un petit peu différents éléments, différents types de données pour mieux comprendre les situations. Alors si j'en viens maintenant si je décris un petit peu les membres de ce projet, puisque là j'ai donné plutôt des éléments les principaux axes, ce qui guide véritablement ce qui représente le cœur du projet, tout cela s'appuie bien sûr sur des personnes, sur des partenariats et sur des dynamiques qui y sont associées. Alors au niveau du partenariat de recherche, on a une dizaine de disciplines qui sont représentées dans notre projet de recherche: sociologie, cognitique, sciences de l'ingénieur, ergonomie, sciences de l'information et de la communication, biologie, sciences de gestion informatique, psychologie. Vous voyez, on a du monde qui est là et qui permet d'avoir vraiment ce regard multiple autour de nos objets de recherche, et donc des chercheurs, des doctorants, mais aussi des stagiaires. On a, grâce au projet Fracture, on a les moyens de financer, on en finançait, alors je ne me rappelle plus du nombre exact, mais je crois que c'est une douzaine de stages qui nous ont permis vraiment d'avoir un appui important et de pouvoir développer, de pouvoir mener des enquêtes, etc. Donc c'est vraiment indispensable dans le cadre de ce projet, et la ressource que constituent les stagiaires et l'apport qui est le leur est vraiment tout à fait déterminant. Alors sur le partenariat de recherche au plan plutôt institutionnel, donc on a plusieurs échelles. Bien sûr, l'échelle qui est la plus importante, c'est l'échelle locale. Par échelle locale, j'entends plutôt l'échelle, je dirais, régionale. Donc le laboratoire MICA de l'Université Bordeaux-Montaigne, le laboratoire IMS, dont les tutelles sont Bordeaux-INP, l'Université de Bordeaux et le CNRS, le centre Émile Durkheim, le laboratoire LACES, le laboratoire Passage, qui est à la fois rassemble des chercheurs de l'Université de Bordeaux-Montaigne même, et de l'Université de Pau, pas l'Université de Bordeaux. À l'échelle nationale, on a d'autres chercheurs et d'autres laboratoires impliqués, donc par exemple l'Université Paris 13 avec le laboratoire LAPSIS, l'ISCC, l'Université Paris 8, la chaire UNESCO ITEN, Sciences Po, l'Université de Lyon et le laboratoire HELICO, Aix-Marseille Université avec le laboratoire IRSIC et le laboratoire I3N de l'Université de Nice. Donc on a aussi une représentation à l'échelle nationale, et au niveau international, on a un partenariat avec l'Institut Télécom de l'Université de Malaga. Et un collègue qui sera d'ailleurs là à l'occasion des ateliers de cet après-midi, Ricardo Angevin. Outre ce partenariat de recherche, qui correspond à une structure un peu classique, on travaille de façon étroite, et ce sont des partenaires à part entière avec des acteurs de terrain qui finalement nous donnent à la fois l'opportunité d'avoir des terrains et des collectifs d'usagers. Et ces collectifs d'usagers sont vraiment des collectifs d'usagers que l'on a appelés au fil de la vie, puisqu'on va de la petite enfance, 5-6 ans, avec des établissements régionaux d'enseignement adapté, jusqu'au public des seniors avec les EHPAD. Donc on a vraiment la possibilité comme ça d'avoir quelque chose qui nous permet de voir et de saisir des situations à différents moments de la vie et auprès de différents publics, sachant que les missions handicap, et notamment le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche, est aussi un terrain que l'on valorise particulièrement. On considère également, outre notre casquette de chercheurs, nous sommes aussi intégrés, nous avons des institutions qui sont dans lesquelles nous sommes notamment enseignants, et qui nous permettent aussi d'être, et ces lieux d'enseignement par exemple deviennent aussi des relais d'action pour pouvoir tester, pour pouvoir comprendre également les situations qui nous intéressent. Donc à ce titre, des institutions comme l'IUT Bordeaux-Montaigne,
où j'enseigne, l'École nationale supérieure de cognitique, où nous sommes, l'ESP Aquitaine, l'École d'ergothérapie, qui sont les institutions de rattachement des membres du laboratoire, sont aussi des lieux à partir desquels nous allons pouvoir travailler, nous allons pouvoir tester, nous allons pouvoir recueillir aussi un certain nombre d'éléments, de capter des éléments en termes notamment de médiation des contenus et des savoirs. Donc, c'est ce que l'on a appelé ces relais d'action. Donc, on se retrouve souvent dans cette double posture où on est à la fois chercheur et puis aussi relais d'action auprès de notre institution. Enfin, on a dans notre partenariat, nous travaillons aussi de façon constante et continue avec une start-up, e-User-Lab, qui nous aide à assurer de façon pérenne et de façon continue la visibilité de notre projet. Donc ça passe notamment par une plateforme collaborative de travail, donc qui est interne aux membres du projet, et ça passe aussi par la réalisation d'un site web. Donc vous avez ici une capture d'écran de la page d'accueil. Vous y êtes passé par ce site web pour vous inscrire pour le colloque, donc à l'adresse fracturenumérique.fr. Et donc voilà, ce site web est important puisque bien sûr il témoigne de nos actions, de nos activités. Il assure aussi une présence sur le web. Et c'est vrai que c'est une dimension importante qu'on a préféré ne pas prendre en charge forcément nous, mais déléguer à une structure qui est experte par rapport à ça. Alors, juste, je voudrais signaler quelques réalisations et de toute façon, ce sera prolongé à l'occasion des ateliers de cet après-midi puisque vous pourrez voir des démonstrations notamment de ces réalisations qui émanent directement du projet. Alors, première réalisation, c'est ce qu'on appelait un kit d'accessibilité numérique. Alors, cette notion de kit d'accessibilité numérique, c'est finalement une plateforme, un outil numérique qui vise à vraiment simplifier la présentation, simplifier l'accès notamment aux normes et aux principes normatifs qui gèrent la réalisation de documents, par exemple, au format PDF ou au format PowerPoint. La difficulté des normes, c'est qu'elles sont assez peu lisibles quand même, qu'il est compliqué de traduire ces normes dans la conception d'un document de façon facile. Donc nous, ce que l'on a cherché à faire, c'est de pouvoir, encore une fois, de se mettre du côté de l'utilisateur et d'essayer de proposer un service qui facilite vraiment la réalisation de supports et de documents qui correspondent aux normes d'accessibilité, mais par rapport auxquels on va donner des éléments de simplification et par rapport auxquels on va aussi identifier des niveaux de plus ou moins grande accessibilité. Et donc, finalement, d'avoir plus ou moins de contraintes dans la réalisation de ces documents accessibles. Donc ça se fait avec tout d'abord, ça s'est vraiment fait en partant non pas de la norme, mais des situations d'usage, et puis dans un dialogue permanent, donc dans cette itération dont je vous parlais, entre les utilisateurs et les concepteurs. Donc ce kit d'accessibilité, il est disponible en ligne à partir du site Fracture. Vous voyez ici, donc là aussi c'est juste, je ne ferai pas la démonstration puisque ce sera l'objet d'un atelier de cet après-midi, mais vous voyez ici, ne serait-ce qu'avec cette capture d'écran, qu'effectivement il y a plusieurs niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, qui sont des niveaux de prise en charge plus ou moins détaillée des contraintes liées à l'accessibilité des documents. Là, c'est pour les documents PowerPoint. À signaler également que c'est une petite vidéo qui a été réalisée, que vous verrez cet après-midi, et qui a gagné un prix national. C'était le concours Tous en scène, et qui a donc été primé pour justement cet effort de vulgarisation qui avait été fait à partir de ces petits supports vidéo. Alors, autre réalisation, c'est une base de données qui s'appelle DATAC, dispositif et aide technique à la communication. Et là, on est dans la perspective de recenser, de proposer une typologie non pas exhaustive, mais la plus large possible, de dispositifs et d'aides techniques à la communication. Donc c'est un projet, c'est une base de données sur laquelle on travaille déjà depuis 2 ans, à peu près. Et cette base de données d'ATAC,
qui est elle aussi disponible en ligne à partir du site Fracture, qui est en cours d'évolution. Là aussi, tout cela vous sera expliqué par Nelly et Marianne cet après-midi. Donc, elle a tout d'abord cette base de données d'attaque, elle a fonctionné, c'était vraiment une entrée par le type de déficience, ça a été sa première constitution. Et puis, on a opté pour une deuxième voie possible d'accès aux informations, qui est une entrée par les situations d'usage. Et donc, que ce soit par l'une ou l'autre de ces voies, on arrive à une typologie et à une description de dispositifs et d'aide à la communication. Vous en saurez plus cet après-midi. Alors, quelques résultats où point nous en sommes dans le projet, puisque nous sommes à peu près à la moitié du projet. On peut identifier, enfin, à partir de ce que l'on a d'ores et déjà collecté, notamment à partir des enquêtes, d'un travail de veille documentaire, technique, etc. Très clairement, l'accès au numérique est reconnu comme étant une question sociale importante. Et donc, une question sociale particulièrement sensible pour des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent empêchées par rapport au numérique. Autre constat, il y a vraiment des productions et une littérature qui est abondante sur le sujet de l'accessibilité numérique. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, ce que l'on peut pointer, c'est qu'il y a malgré tout une méconnaissance des normes et une sous-utilisation des ressources proposées qui sont souvent trop techniques, ce qui nous a notamment conduit donc à proposer cet outil qui est le kit d'accessibilité numérique. Ce qu'on constate aussi, c'est que finalement, il y a une inégalité aussi de ressources proposées en fonction des handicaps. Par exemple, tout ce qui est en lien avec le handicap visuel va être beaucoup plus pris en charge finalement que le handicap cognitif. Donc tout cela nous a permis, enfin en tout cas, ces différents éléments de constat, d'analyse nous ont permis de proposer ces kits d'accessibilité numérique et puis ce kit d'accessibilité numérique et cette base de données d'attaque. Néanmoins, nous sommes bien conscients aussi que cela ne suffit pas, que la proposition de ces outils, de ces services, aussi facilitants soient-ils, aussi autant adaptés soient-ils aux situations d'usage, ce n'est pas autosuffisant et ça ne va pas créer non plus spontanément des usages. Il y a vraiment la nécessité d'un accompagnement et ça c'est vraiment un des éléments que l'on va développer dans la suite du projet. C'est un véritable accompagnement au changement qu'il faut prendre en charge, qu'il faut prendre en compte et pour lesquels il faut trouver aussi des solutions et des moyens et notamment prendre en compte le coût temporel qui est associé au fait de penser l'accessibilité des documents et ce sont ces différents constats, ces réalités qui permettront de faire évoluer les usages. Mais c'est vrai que la simple mise à disponibilité de ces outils, aussi bien calibrés soient-ils, ne suffira pas. Donc la phase supplémentaire, c'est d'accompagner le changement avec ces outils. Alors, quelques perspectives de travail au niveau du projet Fracture. Donc, je vous ai déjà parlé de cet ouvrage qui paraîtra début 2019, qui est en cours de finalisation. Des enquêtes de terrain qui sont déjà entamées, mais qui vont être poursuivies et amplifiées pendant l'année 2019, avec toute la valorisation scientifique qui l'accompagne. Excusez-moi. Travailler cette question de l'accompagnement à un changement dont je vous ai expliqué à quel point elle était cruciale. Aller vers des perspectives épistémologiques qui feront sans doute l'objet, peut-être pas entier, mais au moins partiel du deuxième ouvrage. Et nous terminerons par un colloque final international en 2020. Donc voilà un petit peu notre plan de travail pour la suite. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter rapidement pour expliquer un petit peu le projet Fracture et le contexte donc, du colloque dans lequel vous vous trouvez. Alors, pour revenir un petit peu sur l'organisation, donc après le buffet de tout à l'heure, qui n'est pas tout de suite, donc auront lieu de 14h à 17h à peu près, des ateliers et démonstrations qui auront donc lieu dans une salle double, les salles 101 et 103, mais vous trouverez ça très facilement, on vous y amènera.
Alors, parmi les ateliers qui seront proposés, vous aurez une démonstration de Brain Computer Interface, BCI, par Ricardo Ronangevin, qui vous expliquera justement ce qu'est le Brain Computer Interface. De la même façon, vous comprendrez aussi, avec Jean-Marc Salotti, ce qu'est un exosquelette. Vous aurez des démonstrations de la base de données d'attaque dont je vous ai parlé, et puis également du kit d'accessibilité numérique. François de Montou vous parlera de la plateforme Paloma, qui est un service d'aide à la mobilité. Et vous aurez également une présentation de l'entreprise Mobalib, qui est plutôt sur les réseaux sociaux pour les personnes en situation de handicap. Stéphane Caro vous présentera un outil d'aide contextuelle à la navigation sur les sites web. Et enfin, vous pourrez vous mettre véritablement dans la peau de personnes qui éprouvent des difficultés avec le matériel de simulation HandiSim. Donc le principe, c'est qu'il faudra tourner entre ces ateliers sans qu'il y ait des effets de surcharge. Ils sont tous présents dans le même espace, donc c'est facilitant. Et donc voilà, vous avez toute l'après-midi pour essayer à tour de rôle. C'est l'un ou l'autre de ces ateliers. Demain matin sera une matinée consacrée à une petite session de communication. Entre 9h et 12h30, la question des normes par Mokhtar Benanda, les critères d'accessibilité par Nicole Lompré et un point de vue complémentaire proposé par Maria-Inès Leitano, les limites des standards d'accessibilité et les voies de complémentarité possibles. Après une petite pause, on reviendra sur l'accessibilité numérique avec l'exemple de l'Université de Bordeaux présenté par Angie Guercher. Véronique Espinier-Najib nous parlera des personnes en situation de handicap mental et qui avancent son âge. Et donc, en posant la question, est-ce que ce sont deux secteurs qui s'ignorent? Et enfin, avec Joël Zafran, nous évoquerons l'accessibilité, l'accès à l'école et l'accessibilité aux ressources scolaires. Donc voilà pour cette petite présentation. Et d'ores et déjà, dès maintenant, je vais passer la parole donc à Pascal Plantard pour la conférence inaugurale. Merci.